Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Le salon de l'agriculture s'ouvre demain à Paris, l'occasion de découvrir des producteurs valdoisiens. La bière du Vexin est considérée depuis quelques années comme l'une des meilleures bières du monde. Quel est son secret? Réponse dans un instant. Dassault Aviation à Argenteuil devrait perdre un tiers de son activité, mais l'avenir du site n'est pas compromis selon le maire Georges Motron qui a rencontré la direction. Les élus de gauche, eux, sont beaucoup moins optimistes. Reportage dans ce journal. Alors que le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce week-end, la bière du Vexin figure toujours au palmarès des meilleures bières du monde. Chaque année, les blondes, blanches et ambrées de Denis Sargeret sont régulièrement primées à Paris. Le secret de la bière du Vexin, une bière douce avec peu de bulles, mais surtout de l'orge cultivée et récoltée dans la propre exploitation de Denis Sargeret. Reportage. L'une des meilleures bières du monde est produite ici, à Téméricourt, à une petite vingtaine de kilomètres de Cergy-Pontoise. Une microbrasserie familiale que Denis Sargeret a lancée avec son fils en 2001. Depuis, la bière du Vexin ne compte plus ses prix chaque année au salon de l'agriculture. Ambrée, blanche, blonde, mais récemment, c'est la Véliocas au miel qui a décroché une médaille d'or au World Beer Award, les Oscars de la bière reconnus dans le monde entier. Une récompense internationale qui est à chercher du côté des céréales cultivées par Denis Sargeret lui-même et d'un credo, ne pas céder aux modes. En ce moment, la grosse mode, c'est de faire des bières qui sont très amères. On entend beaucoup parler des IPA, des choses comme ça. Et nous, on est complètement différents des autres. On fait une bière assez douce et qui tire plus du goût de la céréale que des goûts de houblon. Vous savez que notre bière vient de l'orge de notre exploitation et puis c'est de là qu'elle doit être reconnue, je pense. Ici, tout est artisanal. Les céréales sont récoltées pendant l'été, puis stockées 3-4 mois avant d'être envoyées dans une malterie en Belgique, seule étape de fabrication qui ne se déroule pas à Téméricourt. Vient ensuite le brassage, puis la fermentation. On emmène des levures, les levures mangent des sucres, le transforment en alcool, dégagent du CO2 et vous avez la saturation en gaz qui se fait naturellement dans le tank. Il n'y a pas chez nous d'apport de CO2 supplémentaire. C'est pour ça que chez nous, vous n'aurez jamais vraiment une très grosse bulle, vous avez une fine bulle. Et c'est pour ça que ces bières sont très digestes en fait. Une bière qui peut parfaitement accompagner les repas. Vous voyez la blonde par exemple, on a l'habitude de boire du vin avec le fromage. Eh bien vous prenez de la bière blonde du Vexin avec votre fromage, peu importe le fromage que cela va être, et vous aurez des goûts super. Chaque année, 2000 hectolitres de bière du Vexin sortent de la brasserie de Téméricourt, une bière que l'on peut trouver dans les commerces dans un rayon de 30 km, mais aussi dans certaines enseignes de grande distribution ou chez les restaurateurs. Mais 40% des ventes sont réalisées sur place dans le Vexin. La vente au public est ouverte les samedis et dimanches. Une bière 100% artisanale à consommer bien évidemment avec modération. On vous en parlait mercredi, l'avionneur Dassault, implanté depuis 65 ans à Argenteuil, souhaite réorganiser l'activité de ses 9 sites français. Conséquence pour celui d'Argenteuil, la perte d'un tiers de son activité. Après une discussion avec la direction, le maire d'Argenteuil se veut rassurant quant à l'avenir du site. Un optimisme que ne partagent pas les élus de gauche du territoire. Angélique Boilet. Désamorcer ce qui apparaît déjà comme une crise pour le territoire d'Argenteuil-Beson, c'est l'objectif de Georges Motron en convoquant les médias ce jeudi après-midi. Le maire d'Argenteuil souhaite faire taire la rumeur d'une éventuelle fermeture du site Dassault. Le PDG du groupe, qu'il a rencontré lundi 20 février, lui a certifié le contraire. Il m'a dit qu'il n'y aurait aucune fermeture sur les usines implantées en France, il y a 8 usines, et qu'il n'y aurait donc pas de fermeture à Argenteuil. Il vous a garanti un délai? Il m'a dit qu'il ne pouvait pas me parler pendant 20 ans, mais que sur les 10 ans à venir, il n'y avait absolument aucun problème. 10-15 ans à venir, il n'y avait aucun problème. Et il aspirait justement à ce que le plan de charge, notamment sur l'aviation civile, qui en ce moment est malade au niveau mondial, puisse redémarrer et que ça puisse refaire démarrer de manière encore plus brillante l'usine d'Argenteuil. Le plan de réorganisation souhaité par le constructeur implique le départ d'un tiers de l'activité du site d'Argenteuil vers d'autres usines, à Seclin et Mérignac pour l'essentiel. Selon Georges Motron, Dassault Aviation prévoit le départ volontaire de 230 salariés, sur les quelques 900 qui y travaillent.
Des départs problématiques pour le maire d'Argenteuil qui se satisfait cependant d'avoir obtenu la garantie de ne pas voir le site totalement fermé. Il faut dire que l'enjeu est de taille pour le territoire. Le constructeur est à ce jour le premier employeur privé de la ville. C'est aussi un important contributeur de l'impôt prélevé aux entreprises. Au point que d'autres élus s'élèvent publiquement contre la décision de l'avionneur, à commencer par le député socialiste Philippe Doucet qui réclame des comptes. Le gouvernement a fait son travail en aidant Dassault à exporter ses avions et en achetant des avions Dassault, des Rafales pour l'armée française. Oui, je considère que le député de la nation que je suis est en droit de demander des comptes. S'ils produisent des chaussettes, on pourrait le regretter, dire c'est l'économie de marché et de ça. Là, quand vous avez une entreprise autant connectée avec l'appareil d'État, à la fois pour les commandes et pour l'exportation, la moindre des choses, c'est de respecter l'ensemble des territoires dans lesquels on est amené à produire ces avions. Même agacement pour le maire de Bezons, Dominique Lespard ne croit tout simplement pas le constructeur d'avions militaires et d'affaires. On voit très bien que la stratégie de ces entreprises, c'est de démanteler petit bout par petit bout pour que ce soit moins douloureux. On a vécu à Bezons le pain Jacquet il y a quelques années, c'était la même stratégie. Et puis à un moment, on nous a dit il n'y a plus personne, on ne trouve plus de salariés, l'usine est vide, on est obligé de la déplacer. Ah oui, mais c'est une stratégie délibérée de pourrissement de la situation. Les transferts d'activité devraient commencer l'année prochaine et s'achever fin 2019. ITESIA, l'école de e-management de Cergy-Pontoise, organise une journée porte ouverte sur ses campus de Cergy et Pontoise le 25 février de 14h à 18h. L'occasion pour les jeunes futurs étudiants de rencontrer les équipes pédagogiques et des élèves de l'école pour échanger et obtenir des informations sur les formations proposées. L'école forme des étudiants en management, gestion et informatique. Plus d'infos sur notre site vonews.fr. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le salon de l'agriculture s'ouvre demain à Paris. L'occasion de découvrir des producteurs valdoisiens. La bière du Vexin est toujours considérée depuis quelques années comme l'une des meilleures bières du monde. Le secret de la bière du Vexin, une bière douce avec peu de bulles, mais surtout de l'orge cultivée et récoltée dans la propre exploitation de Denis Sargeret à Téméricourt. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. L'info continue sur notre site vonews.fr. À très bientôt. Et le passo doble, c'est très carré, donc c'est pour ça qu'on compte. 1, 2, 3, 4 et... Pour Aurélie et Sylvain, le passo doble n'a plus de secret. Ils maîtrisent cette danse pour une bonne raison. Ils sont champions du monde de danse latine 2015 dans la catégorie amateur des plus de 30 ans. Pour gagner cette compétition, ils ont obtenu la meilleure moyenne sur les 5 danses du concours, le passo doble, la samba, le cha-cha-cha, la rumba et le jive. Pour arriver à un tel niveau, les rôles de chacun sont bien précis. Mon rôle, c'est le guidage, le tempo et la mettre en valeur. Quand je lui transmets un message, il faut qu'elle arrive à le passer juste dans les doigts et la paume de la main pour qu'elle, derrière, elle se sublime. C'est ça. Moi, il va falloir que je réceptionne son information. Ce qu'il va pouvoir m'apporter, il va falloir que je m'en serve et que je m'étire à mon maximum et, comme il dit, me sublimer au maximum de façon à ce qu'on puisse avoir une figure bien terminée. Lui qui l'a envoyé, moi qui l'ai terminé. 1, 2, là je lâche et hop, là on le récupère. Et là on va monter tous les deux ensemble, vraiment pour se reconnecter. Aurélie et Sylvain ne sont pas qu'un couple sur scène, ils le sont aussi dans la vie. Une histoire qui commence il y a bien longtemps. Aurélie découvre la danse à 12 ans, Sylvain à 14. Les deux tourtereaux se rencontrent un peu plus tard sur une piste de danse. Ils enchaînent les compétitions, mais au bout de quelques années, ils vont être amenés à faire un véritable choix de vie. C'est un sport qui coûte très cher, il faut le savoir que les tenues sont très chères, les chaussures sont très chères. Un loisir effectivement qui est une passion, mais bon, il faut pouvoir assumer financièrement. Et quand on arrive à l'âge de 20 ans, on pense à acheter une maison et avoir une vie de famille. Et à ce moment-là, on n'a pas eu le choix que d'arrêter ce sport-là. Et durant 14 ans, on a arrêté de danser. Et puis le fait que la maman de Sylvain avait ouvert son école de danse, on avait une salle de disponible pour pouvoir s'entraîner, effectivement, nous a remis sur la route des compétitions. On le refait une fois. Ce titre de champion du monde, c'est avant tout une histoire de famille.
Le couple s'entraîne ici, à Mours, dans l'école de danse de Nadia, la maman de Sylvain. Quant à leur entraîneur, c'est Patrick, leur beau-père. Un partenariat familial qui les a amenés au titre de champion. Je suis dans la tente et c'est lui qui va me donner le mouvement pour repartir. En fait, c'est ça l'image. D'accord ? Et la première des choses, ça a été surtout de les canaliser sur le plan physique, qui était quand même un travail relativement, je veux dire, pas long, mais quelque part assez difficile, dans le fait que moi, je considère que la danse, c'est surtout du physique et ensuite de la danse. Donc, il a fallu, je veux dire, aborder des sujets de training et surtout de cardio, qui est important pour effectivement les emmener à pouvoir s'entraîner plus longtemps, parce que c'est ce qui est important. Avec leur titre de champion du monde, Aurélie et Sylvain aimeraient désormais passer professionnels. En attendant, la relève est déjà assurée dans la famille Alliot. Mon fils, Alliot Romain, champion de France 2015 en moins de 12 ans. Et j'ai ma petite dernière qui vient de commencer, Christine Alliot, et qui va évoluer l'année prochaine en compétition avec son petit partenaire. Son nom, RQ Uno. À côté, son grand frère, RQ 5720T. Ce sont des robots humanoïdes, c'est-à-dire qu'ils ont l'apparence d'humains. Ils dansent, marchent, pivotent aussi et sont capables de bien plus encore. Entre 379 et 545 €, ces robots sont vendus en kit par Cogibot pour apprendre et découvrir la robotique. L'objectif de cette entreprise argenteuillaise, créée en 2011, démocratiser les robots en France. Il faut vulgariser la robotique. On se fait tout un monde de la robotique en disant ouais, c'est compliqué, il y a de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique, des trucs qui finissent en tic, mais à la finale, c'est avant tout un loisir. C'est comme le modélisme, c'est comme quelqu'un qui va fabriquer un avion et qui va le faire voler. Cette entreprise vise le grand public, mais aussi les structures scolaires. Elle mise d'ailleurs sur 2 autres produits pour intéresser les écoles, le RQ110 et le 120, qu'elle pense pouvoir commercialiser dès la fin d'année à une centaine d'euros. Une fois monté, le robot se commande avec le smartphone ou la tablette, mais pas seulement. Il est possible de programmer d'autres mouvements à ceux déjà préétablis. Avec les capteurs qu'il possède aujourd'hui, déjà bien s'amuser. Le capteur de proximité, on a dit, j'ai un obstacle devant moi, je vais faire en sorte qu'il change de direction. Le capteur audio, c'est la même chose, je vais pouvoir programmer quelque chose derrière. Et surtout, il a d'autres possibilités de programmation du type l'audio. Via Google Voice et via une liaison Wi-Fi par exemple, on va pouvoir donner des ordres au robot en parlant à son smartphone. Ce jour-là, l'entreprise reçoit le constructeur sud-coréen des robots qu'elle distribue. Il est venu avec son dernier robot de 90 cm, plutôt destiné aux universités. Pour lui, ces produits ludiques sont bien plus qu'un jeu. Quand on joue avec les robots, on se pose plusieurs questions. Comment ça marche, pourquoi ça fonctionne et comment l'améliorer. En assemblant les pièces détachées, les jeunes étudiants font ainsi leur premier pas dans l'ingénierie et la technologie. Depuis 2011, Cogibot assure avoir vendu près de 500 de ces robots en France.